Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la suite des séries concernant le machine learning ou bien l'apprentissage automatique. Alors cette vidéo concerne un algorithme très populaire et très utilisé en machine learning. Alors il s'agit de SVM, support vecteur machine ou bien les machines à vecteur de support. Alors, ce sont des algorithmes d'apprentissage automatique, alors utilisés pour résoudre des problèmes de classification ou de régression ou bien même de détection d'anomalies. Alors, les SVM sont considérés comme une généralisation des classifieurs linéaires. C'est l'un des modèles les plus populaires en apprentissage automatique. Et toute personne intéressée par le machine learning devrait l'avoir dans sa boîte à outils. Alors, ils sont connus pour leur solide garantie théorique, leur grande flexibilité ainsi que leur simplicité d'utilisation. Alors, les SVM sont utilisés dans une variété d'applications. Alors, bioinformatique, recherche d'informations, vision par ordinateur, finance, etc. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, donc on va essayer dans un premier temps de voir et découvrir les grands principes des SVM. Par la suite, on va voir le fonctionnement des choses, comment fonctionne cet algorithme, et on termine comme d'habitude par un exemple pratique dans lequel on va essayer d'élaborer un modèle SVM permettant de classifier des billets authentiques et non authentiques. Alors la première des choses, c'est quoi les SVM? Donc alors les SVM ont été développés dans les années 1990. Alors elle appartient à la famille d'algorithmes d'apprentissage supervisé, alors qu'ils sont spécialisés dans la résolution de problèmes de discrimination et de régression. Alors, comme le montre la figure suivante, alors le principe est simple. Alors, elle a pour but de séparer les données en classes à l'aide d'une frontière de telle façon que la distance entre les différents groupes de données et la frontière qu'elle les sépare soit maximale. Alors, cette distance est aussi appelée marge. Et les SVM sont ainsi classifiés de séparateurs à vaste marge. Alors, les vecteurs de support étant les données les plus proches de la frontière. Alors, cette marge maximale permet à la frontière de bien s'adapter à de nouveaux échantillons en dehors de l'ensemble des données d'apprentissage. Alors, pour mieux comprendre, on va voir un exemple. Alors, pour rester synthétique, les SVM sont un ensemble de techniques d'apprentissage supervisées qui ont pour but de trouver dans un espace de dimension, alors n supérieur à 1, alors selon les variables explicatives, alors dans ce cas, dans l'exemple suivant, on a n égale à 2, alors de trouver les paires plans qui divisent au mieux un jeu de données en deux. Alors les SVM sont des séparateurs linéaires, c'est-à-dire que la frontière séparant les classes est une droite. Alors nous avons dans l'exemple suivant, alors les paires plans séparateurs, alors par exemple H1 ne sépare pas correctement le jeu de données. H2 sépare bien, mais pas de façon optimale. Et H3 sépare le jeu de données avec la marge maximale. Voilà la marge maximale entre la frontière et les supports vecteurs. Alors, comment fonctionne les SVM? Alors, pour donner à un SVM la capacité de déterminer la frontière séparatrice, alors il faut lui donner des données d'entraînement. Alors, on donne à l'algorithme un jeu de données dont on connaît déjà les deux classes. Alors, le SVM va déterminer la frontière la plus plausible. Mais la question qui se pose, comment choisir cette frontière alors qu'on a une infinité? Alors, c'est là qu'intervient la première idée clé, c'est la marge maximale. Alors, la frontière choisie doit maximiser sa distance avec les points les plus proches de la frontière. Les points d'entraînement les plus proches de la frontière sont d'ailleurs appelés vecteurs support. Alors, ils sont donc le support que le SVM utilise pour construire la frontière. D'accord, alors on comprend mieux d'où vient le nom support vecteur machine. Alors, comme on le voit dans la figure, c'est bien la frontière la plus éloignée de tous les points d'entraînement qui est optimale. Alors, on dit qu'il a la meilleure capacité de généralisation. Alors ainsi, le but d'un SVM est de trouver cette frontière optimale
en maximisant la distance entre les points d'entraînement et la frontière. Alors dans le cas de la figure suivante, alors la tâche est relativement facile, puisque le problème est linéairement séparable, c'est-à-dire que l'on peut trouver une droite linéaire séparant les données en deux. Alors ces problèmes-là, étant très simples, peuvent rencontrer en pratique. Alors, dans la majorité des cas, les données sont mélangées et le problème non linéairement séparable. Alors, il n'est pas possible de les séparer seulement avec une droite. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, on a dit que cette notion de frontière suppose que les données soient linéairement séparables, ce qui est rarement le cas. Alors, pour y pallier, les SVM reposent souvent sur l'utilisation de noyaux. Alors, ces fonctions mathématiques permettent de séparer les données en les projetant dans un future space, qui est un vecteur vectoriel de plus grande dimension. Alors, en bref, les SVM permettent de projeter les données dans un espace plus grand, de plus grande dimension, via une fonction noyau, pour les séparer linéairement. Alors, on explique. Alors, dans l'exemple suivant, puisque les carrés sont entourés de rangs de toutes parts, ce qui est impossible de trouver de ligne droite qui soit une frontière. Alors on dit que les données d'entraînement ne sont pas linéairement séparables. Dans ce cas, il faut qu'on arrive à trouver une transformation qui fasse en sorte que notre problème ressemble à ça. Donc à partir de là, on peut trouver une séparation linéaire. Alors il suffit donc de trouver une transformation qui va bien pour pouvoir classer l'objet. Et c'est là qu'entre en jeu la fonction noyau. La fonction noyau, c'est une sorte d'alternative d'un produit scalaire dans un espace à très grande dimension. Alors, afin de contourner le problème non linéairement séparable, alors on prolonge dans un espace de dimension supérieure et on reconsidère le problème dans cet espace-là. Alors cette manœuvre permet de passer d'un problème non linéairement séparable à un problème linéairement séparable. La fonction noyau joue un rôle primordial. En effet, en passant d'un espace de dimension inférieure à un espace de dimension supérieure, les calculs deviennent également plus complexes et plus coûteux. La fonction noyau permet alors d'effectuer ce calcul. Alors le gain en coût et en facilité sont très importants. Alors cette méthode est appelée kernel trick ou bien astuce de noyau en français. Alors jusqu'ici, nous avons vu que des SVM permettant de classer des données en deux catégories. Alors mais que se passe-t-il si nous avons plus de deux catégories? Par exemple, supposons qu'on cherche à entraîner un SVM pour distinguer par exemple les carrés, cercles et triangles. Alors si on reprend la définition de la frontière d'un SVM, un hyperplan qui sépare l'espace vectoriel en deux. Alors c'est pas le cas pour cet exemple. Donc un hyperplan qui sépare l'espace vectoriel en 3 au plus, ça n'existe pas. Donc il faut une méthode pour adapter les SVM à ce genre de problème. Donc il existe plusieurs méthodes pour adapter les SVM à ce genre de problème qu'on appelle multiclasse. Alors les plus utilisés c'est one base one, one base all. On va voir les principes de chaque méthode. Alors, pour les multiclasses, première méthode, one vs one, le principe est simple. Alors, on s'intéresse à créer une frontière en prenant deux classes par deux. Par exemple, on va prendre dans un premier temps la classe triangle et cercle. Dans un deuxième temps, carré, triangle, carré, cercle. Et on essaie de trouver la frontière pour chaque cas. Pour classer une entrée, on retournera tout simplement la catégorie qui aura remporté le plus de duels. Ici, comme on le voit dans la figure, la catégorie cercle est celle qui remporte le plus de duels. Tout simplement. La deuxième méthode, one vs all. Alors l'approche one vs all consiste à créer un SVM par catégorie. Dans notre exemple, un SVM sera ainsi spécialisé dans la reconnaissance des triangles, un autre dans la reconnaissance des carrés et un autre dans la reconnaissance des cercles. Pour entraîner les SVM spécialisés en reconnaissance des triangles, on crée deux catégories. La catégorie triangle, qui contient toutes les entrées triangles, et la catégorie pas triangle,
qui contient les autres entrées. Et on fait de même pour les SVM spécialisés dans les autres catégories, cercle et carré. Pour classer une nouvelle entrée, on regarde à quelle catégorie la nouvelle entrée est le plus probable d'appartenir. Alors dans notre exemple, on voit que la nouvelle entrée appartient à la classe carré. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'implémenter un modèle SVM dans un exemple réel et pratique. Ce qu'on va essayer de voir, c'est la classification des billets selon un ensemble d'informations extraites à partir des images. Alors, on va voir la variance, la symétrie, la courtoisie et l'entropie. Et en sortie, ou bien la variable dépendante, c'est s'il s'agit d'un billet authentique ou non authentique en fonction des variables explicatives. Donc, sans tarder, on attaque la pratique. Alors voilà, on va essayer de créer un modèle SVM permettant de classer les billets selon un ensemble de variables explicatives et extraites des images des billets, et par la suite, on va déterminer si le billet est authentique ou non en fonction de ces variables extraites. Donc, alors la première des choses, on va importer les librairies. Donc, on a l'habitude de faire ce genre de zone d'instruction. Alors, NumPy, Panda, Matplotlib, PyPlot, Scikit-learn, Model Selection, Train Test Display, c'est pour diviser le dataset en jeux de données d'apprentissage et jeux de test. Scikit-learn SVM import SVS, support vecteur classifier, et from scikit-learn.metric import confusion matrix pour afficher une matrice de confusion. Donc la première des choses, j'exécute. Voilà, ça marche. Alors deuxième, on va importer dataset. Alors importer dataset, data égale pd.read csv, c'est un fichier CSV nommé Bill Authentication, alors que vous pouvez trouver sur internet. Alors on a mis dans X les variables explicatives, c'est-à-dire l'ensemble des colonnes sauf la dernière, puisqu'il s'agit de la classe à prédire, et dans Y on a mis la dernière colonne. J'exécute. Voilà, donc on va avoir un aperçu de données. Par exemple, je vais faire data.head pour voir de quoi il s'agit. Voilà l'ensemble des données. Voilà, variance, luminesse, courtoisie, l'entropie et la classe. Si on va voir shape pour voir de quoi il s'agit. Voilà, alors shape 1372,5, c'est-à-dire 1372 enregistrements lignes avec 5 colonnes. Les 4 premières colonnes concernent les variables explicatives et la 5e colonne concerne la classe à prédire. Voilà, alors l'étape suivante, c'est diviser les données ou bien le dataset en jeu d'entraînement et jeu de test en utilisant la fonction train test split. Alors xtrain, xtest, ytrain, ytest. Voilà les données d'entraînement, les données de test. Alors on comme paramètre de la fonction train test split. Alors x les variables explicatives, y la variable dépendante. On mentionne la taille de test, jeu de test à 20% et on laisse les 80% pour l'entraînement. J'exécute. Voilà, ça marche. Alors maintenant on va créer le SVM. Alors SVM, alors on va déclarer un objet classifié est égal SVC, support vecteur classifier, comme paramètre kernel noyau c'est linéaire. Alors il y a plusieurs fonctions. Alors il y a fonction linéaire, non linéaire, polynomiale, RTF, etc. Alors et par la suite, on entraîne notre classifier en utilisant les données d'entraînement xtrain et ytrain. Voilà. Voilà le modèle créé et entraîné. Et on commence à faire des prédictions sur le jeu de test. Alors, déclare ypred, classifier toujours en utilisant la même instruction qu'on a l'habitude de faire .predict, x test. Donc, on va essayer de faire des prédictions sur le jeu de test et stocker le résultat dans ypred. J'exécute. Voilà, ça marche. On va voir la matrice de confusion pour comparer les y-tests, c'est la réalité, avec les valeurs prédites par notre modèle ou bien notre classifieur SVM. Voilà,
confusion matrix, Y-test, Y-prêt. Alors, en quelque sorte, on compare les valeurs ou bien les classes de notre modèle et les vraies classes de la réalité. J'exécute. Voilà. Donc, 133 classifications ont été effectuées avec succès et 4 mauvaises classifications. C'est pour première classe. Deuxième classe, 132 classifications justes et une seule mauvaise ou bien fausse classification. Donc ça se voit que notre modèle arrive à bien distinguer et à bien comprendre la relation entre les différentes données, la variable explicative et la variable dépendante. Alors ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est d'afficher un rapport de classification. Alors, from scikit-learn.metric import classification report. Alors, print classification report, Y-test, Y-prêt. J'exécute. Et voilà, on constate que l'accuracy est 0,98%. Alors, c'est un taux très important. Voilà donc, en bref, c'est un aperçu général sur les modèles SVM, le principe de fonctionnement et un exemple pratique que vous pouvez adapter à n'importe quel problème pour faire des classifications. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.